tous, toujours les mesures barrières. Et je souhaite bonne santé à tout le monde pendant cette pandémie qui ne cesse de nous perturber tant dans nos activités que dans nos vies. Je suis le docteur Ngonga Wanko Christian, je suis cardiologue au CHU de Yaoundé et je suis aussi enseignant de cardiologie à la faculté de médecine et de sciences pharmaceutiques de l'université de Tchang. Je voudrais remercier les laboratoires Agenta qui nous permettent de parler d'un sujet, l'hypertension artérielle, qui est une maladie qui est fortement prévalente et dont la mortalité n'est plus à redire au jour d'aujourd'hui. Je veux aussi vous remercier à vous qui allez prendre quelques 5 minutes pour écouter ce message d'édification et on pourra à l'occasion échanger via les médias. L'hypertension artérielle, c'est lorsque la pression dans l'artère augmente au-delà de 140 sur 90 mm de mercure, qui est une mesure, une norme arbitraire de l'OMS. Et à partir de ce niveau-là, eh bien, les dangers accourent. De quel danger parlons-nous? Eh bien, il s'agit de ce qu'on appelle les maladies cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires, c'est un groupe très hétérogène de pathologies qui concernent les cibles de l'hypertension artérielle. C'est-à-dire que l'hypertension artérielle va endommager les vaisseaux de 4 organes en particulier, mais il y en a d'autres. Il s'agit donc du cerveau, des yeux, du cœur et des reins, mais aussi les artères, les grosses artères, notamment du tronc, de l'abdomen et des membres inférieurs peuvent être intéressées. Et donc ces maladies cardiovasculaires endommagent la vie des gens et grèvent ce qu'on appelle le pronostic vital. Il s'agit pour le cerveau de l'accident vasculaire cérébral bien connu, qui peut être ischémique ou hémorragique. On s'en sort au mieux avec des séquelles, par exemple motrices, paralysie, ou au pire avec un décès. Nous parlons aussi des yeux avec la rétinopathie hypertensive, c'est-à-dire que l'hypertension endommage les yeux et on peut s'en sortir avec un flou visuel ou même une amorose totale, c'est-à-dire une cécité complète. Pour ce qui est du cœur, c'est toute une autre affaire. On a ce qu'on appelle l'hypertrophie ventriculaire gauche qui va progresser vers l'insuffisance cardiaque, donc vous ne pourrez plus vous lever et pratiquer vos activités facilement, vous êtes essoufflé au moindre effort, et pire encore, pour avoir ce qu'on appelle une attaque cardiaque ou bien une crise cardiaque, qu'on appelle en jargon médical un infarctus du myocarde, donc une vive douleur dans la poitrine, parce qu'une portion du muscle cardiaque est embrasée par l'obstruction d'une artère. Tout ceci est compliquant l'hypertension artérielle. On peut aussi avoir pire que cela dans le cœur, c'est une mort subite carrément. Il n'y a pas que les sportifs qui peuvent faire une mort subite, mais même les hypertendus, en particulier lorsque l'hypertension date ou quand la force de l'hypertension est importante. Donc, plus les chiffres tendanciels sont élevés, plus l'hypertension date, plus on est à risque de faire une maladie cardiaque ou vasculaire. Et pour le rein, vous voyez de plus en plus la prévalence de l'insuffisance rénale qui augmente. Nous appelons cela chez nous la maladie rénale chronique par une sorte d'enraidissement ou de sclérose, néphro-angiosclérose, des unités rénales qu'on appelle néphrons, et qui vont réduire la fonction du rein progressivement jusqu'à ce qu'on soit obligé, puisque vous n'allez plus uriner, puisque vous n'allez plus éliminer les déchets, de vous faire ce qu'on appelle une extrafiltration, donc une dialyse. La dialyse n'est pas une mauvaise chose, c'est un procédé qui sauve des vies, sauf que c'est un procédé qui est non seulement onéreux, ça coûte cher, mais aussi c'est assez contraignant parce qu'il faut faire des bilans hebdomadaires, voire quotidiens, et les procédures sont à 2 et 3 fois par semaine, ce qui rend un peu dépendant de l'hôpital le patient. Il y a d'autres maladies, mais nous n'allons pas revenir dessus. Finalement, donc, l'hypertension artérielle conduit vers ces événements ou maladies cardiovasculaires. En réalité, l'hypertension n'est pas le seul facteur qui expose à cela. Il existe d'autres facteurs que vous connaissez d'ailleurs, le diabète, l'obésité, la sédentarité, les anomalies du cholestérol, et j'en passe, comme le stress permanent ou la dépression. Tout ceci peut endommager l'état vasculaire et donc engendrer les maladies que j'ai suscitées. Ainsi donc, un hypertendu qui a à côté de cela ces autres facteurs de risque, bien sûr, va plus rapidement évoluer vers ces maladies cardiovasculaires. Donc, un hypertendu n'est pas identique à un autre. Il faut, quand quelqu'un est diagnostiqué hypertendu, définir ce qu'on appelle son niveau de risque
à faire un événement cardiovasculaire. Avant cela, nous allons revenir encore sur l'hypertension artérielle que nous avons définie, et je le rappelle encore, c'est lorsque les chiffres tensionnels montent pour la pression artérielle systolique à au moins 140 mm de mercure et pour la pression artérielle diastolique à au moins 90 mm de mercure. Dit comme ça semble facile, mais il y a des situations où ce n'est pas évident de trancher parce que cette pression artérielle varie avec, vous en doutez, l'activité, avec le sommeil, avec les repas, avec la physiologie de notre être vivant. Et donc, on n'a pas une pression artérielle unique dans la journée. Elle peut varier. Il faut donc parfois traquer cette pression artérielle sur les 24 heures qu'on appelle chez nous l'ITMR pour voir son évolution et conclure en réalité de cette hypertension réelle ou pas. Donc, pour diagnostiquer une hypertension artérielle, oui, on prend les chiffres tensionnels. S'ils s'élèvent, on peut répéter après 2 semaines ou sur 3 jours, matin et soir. Mais mieux encore, on prend la pression artérielle sur 24 heures à intervalles réguliers. Par exemple, ça peut être 10, 15 ou 20 minutes. Et là, on a une représentation, une tendance de la pression artérielle dans le nictémère. Et là, on a la vraie pression artérielle dans la vraie vie, si vous me permettez, la tautologie. Et donc, quand l'hypertension est diagnostiquée, il faut donc savoir si cet hypertendu est déjà à haut risque de faire un événement cardiovasculaire, c'est-à-dire est-ce qu'il est déjà tout de suite exposé à faire un événement, ou bien non, on peut prendre son temps, faire quelques bilans et le mettre progressivement sous traitement. Eh bien, pour évaluer le risque cardiovasculaire, c'est tout simplement mettre à côté, recenser à côté de l'hypertension artérielle les divers autres éléments que j'ai cités. Donc ces autres facteurs, c'est le diabète, les anomalies du cholestérol, notamment dans le sens de la hausse du mauvais cholestérol, je l'ai dit, la sédentarité, l'obésité, la dépression, ou même encore, il faut savoir, un facteur inflammatoire chronique comme le VIH peut aussi être un facteur accélérant, on peut dire, de l'exposition à un événement cardiovasculaire. Et donc, en plus de cela, il faut évaluer le niveau de l'hypertension artérielle. Plus la pression artérielle est élevée, plus le sujet est à risque. Par exemple, on classe selon l'OMS en 3 stades. Grade 1, donc vous comprenez avec moi, c'est le moins dangereux, donc entre 140 sur 90 et 159 sur moins de 100, donc 99. Puis il y a le grade 2 et enfin le grade 3 qui est l'hypertension artérielle sévère, à savoir une pression artérielle qui est au moins égale à, pour la systolique, 180 mm de mercure et la diastolique à 110 mm de mercure. À ce moment-là, nous sommes dans l'urgence hypertensive, où il faut tout de suite voir si un organe souffre, le cerveau, le rein, le cœur ou l'aorte. À ce moment-là, il faut mettre le traitement tout de suite et par voie injectable. En plus de cela, nous devons aussi savoir que l'hypertendu, qui a déjà son risque cardiovasculaire connu, doit avoir des traitements préférentiels. Mais, je répète encore, pour le diagnostic, il faut être sûr qu'il s'agit d'un hypertendu parce qu'il existe une notion qu'on appelle l'hypertension blouse blanche. J'ai quelques cas anecdotiques comme ça, des patients qui viennent avec une pression artérielle élevée, grade 2, grade 3, et quand vous lui mettez un enregistrement sur les 24 heures, il n'en est rien. Parce qu'il y a cette composante blouse blanche qui existe chez certains patients, pas tous, mais une minorité des patients ont cet effet blouse blanche. On l'estime à peu près 25%. Donc il faut quand même faire attention, ne pas aller trop vite en besogne. Donc voilà un peu, l'hypertendu n'est pas identique à un autre hypertendu. Il faut connaître le risque cardiovasculaire. En plus de cela, il faut savoir quelles sont les situations pour quels médicaments. Les médicaments de l'hypertension sont nombreux. On les regroupe à peu près en 5 classes. Les bêta-bloquants, les diurétiques thiazidiques, les inhibiteurs calciques, les bloqueurs du système rénine-angiotensin-aldostérone qui sont au nombre de 2, c'est-à-dire les IEC qu'on appelle les inhibiteurs de l'enzyme de conversion d'angiotensine 1 en 2 et les antagonistes des récepteurs AT1 de l'angiotensine 2 qui sont intéressants dans l'élaboration de la mémoire. On reparlera de ça plus tard. Mais avant de mettre quelqu'un sous médicament, rassurons-nous qu'il respecte déjà les mesures simples, hygiéno-diététiques, c'est-à-dire les mesures qui vont accompagner le traitement et qui vont faire que le traitement soit efficace. Parce qu'un traitement sans mesures
d'hygiène de vie ne marche pas ou ne marche pas bien. Il s'agit de quoi? Bien sûr, pratiquer une activité régulière, sportive, sauf en cas d'hypertension artérielle sévère. À ce moment-là, il faut peut-être calmer le jeu en baissant la pression artérielle avant de mettre le patient sous traitement, mais ça peut se régler en quelques jours. L'activité régulière, c'est chaque jour, au moins 1 heure. Si vous êtes un peu moins sportif, au moins 30 minutes, mais ça doit être une activité relativement quotidienne. En plus de cela, c'est le mode alimentaire. Évitons tout ce qui est salé, parce qu'il est connu, en particulier sur le sujet de race mélanoderme, que la consommation du sel fait flamber la pression artérielle, c'est-à-dire augmenter rapidement la pression artérielle par rapport aux autres êtres humains. Ainsi donc, il faut réduire tout ce qui est additif du sel, les concentrés ou les sels cachés, par exemple dans les boîtes de conserve, par exemple dans les boissons gazeuses qu'on appelle communément soda, ou encore dans les concentrés ou préparer les nourritures qu'on appelle cubes. Tous ces éléments sont importants à mettre de côté. Puis il faut quand même réduire la consommation en alcool, éviter le tabac. Chaque cigarette, c'est une course vers la tombe, ça c'est connu. Donc il faut vraiment mettre ces mesures hygiéniques diététiques bien dans la tête du patient. Et ça, c'est dans la consultation d'annonce du diagnostic. Un hypertendu doit savoir tout cela. Et au besoin, nous le faisons, nous remettons une fiche signée par le patient avec toutes ces informations pour qu'il comprenne, qu'il a lu et bien appréhendé le danger que c'est de ne pas respecter ces mesures. Donc, pour le traitement, comme je vous le disais, il y a des traitements préférentiels sur le sujet de race mélanoderme. Oui, on sait que les inhibiteurs calciques et les diurétiques thiazidiques qui d'ailleurs sont disponibles, ces deux-là, fréquemment chez nous et moins cher, et baissent mieux la pression artérielle que les autres chez nous. Mais n'oublions pas que d'autres médicaments sont intéressants ou prioritaires en cas d'atteinte des organes que j'ai cités tout à l'heure. Par exemple, s'il y a une hypertrophie ventriculaire gauche ou bien une atteinte de la fonction rénale, dans le sens de la baisse, eh bien, il faut privilégier les bloqueurs du système rénine-angiotensin-aldostérone, à savoir les ARA2 que j'ai cité tout à l'heure et les IEC. C'est extrêmement important. D'où le bilan de l'hypertendu. Un hypertendu diagnostiqué doit avoir un bilan simple, 10 bilans minimum de l'HTA. Et ça, c'est tous les hypertendus, parce qu'il est le moins cher possible. L'OMS le recommande même dans les pays les plus pauvres du monde. C'est-à-dire une glycémie à jeun, les fractions du cholestérol, l'acide urique dans le sang, la fonction rénale, à savoir la créatinémie seule, oui c'est suffisant. Une bandelette urinaire, c'est suffisant pour avoir une protéinurie. N'oubliez pas que la nifédipine est protéinurique, donc en cas de protéinurie, il faut éviter la nifédipine. Et donc, un électrocardiogramme de repos qui est avec l'indice de Cornell extrêmement intéressant pour voir s'il y a une hypertrophie ventriculaire gauche. Oui, vous me direz que détecter une hypertrophie ventriculaire gauche me servira à quoi, puisque ça semble évident que si je pousse sur une porte relativement fermée qui est un barrage hémodynamique, qui est l'hypertension artérielle, il y aura hypertrophie ventriculaire gauche. Oui, c'est vrai. Mais au sens épidémiologique du terme, une hypertrophie ventriculaire gauche augmente le risque cardiovasculaire d'un point. C'est un facteur de risque cardiovasculaire indépendant, mais en plus, c'est un facteur de risque de progression vers l'insuffisance cardiaque, en sachant que l'insuffisance cardiaque tue la moitié des patients s'ils ne sont pas soignés dans les 2 ans. Mais aussi, c'est un facteur de risque de mort subite. Donc, l'hypertrophie ventriculaire gauche est extrêmement chère aux praticiens qui demandent l'électrocardiogramme. Donc, l'indice de Cornell doit être calculé chez tous les hypertendus. À titre de rappel, moins de 28 chez l'homme et moins de 20 chez la femme, millimètres, pour être sûr qu'on n'a pas cette hypertrophie ventriculaire gauche qui classe vers le danger rouge, l'hypertendu. Donc, hypertrophie ventriculaire gauche, il faut la détecter. Maintenant, en termes d'atteinte des organes, si un organe est atteint, cerveau, rein, œil ou cœur, il faut un bloqueur du système rénine-angiotensin-aldostérone. Voilà un peu ce qu'on peut dire en un mot de l'hypertension artérielle et le risque cardiovasculaire global. Ne jamais traiter juste l'hypertension pour la traiter, parce que l'hypertension elle-même n'est qu'un facteur qui se décale de la normale, mais c'est le risque d'évoluer vers une maladie cardiovasculaire qu'il faut absolument éviter. Par exemple, un malade qui a fait un infarctus du myocarde, parce qu'il est hypertendu depuis 10 ans. Un malade qui fait une artériopathie des membres inférieurs. Un malade qui fait un AVC, sa vie est transformée. Il va quitter de 2 ou 3 médicaments vers une pléthore de médicaments obligatoires pour sa survie. Il est donc impératif
de détecter l'hypertension artérielle tôt par des campagnes de masse, bien sûr avec des mesures barrières respectées, quand les besoins de la cause s'imposent, mais aussi il faut absolument faire le tour des facteurs de risque cardiovasculaire pour éliminer toute possibilité d'évoluer vers un événement cardiovasculaire qui va transformer négativement ou péjorativement la vie de nos hypertendus. J'aimerais terminer par ces mots. Oui, qu'est-ce qui emmène l'hypertension artérielle? 9 fois sur 10, il n'y a pas de cause. Et chez le 10e patient, c'est une cause curable tout de suite par chirurgie essentiellement, notamment un adénome de cône qui est une masse dans la surrénale, ou encore un phéochromocytome qui est aussi notre masse en avant des gros vaisseaux qui sont devant les vertèbres, notamment de l'abdomen, ou encore une coarctation de la aorte, on va mettre un stent, ou encore une maladie rénale pure, une néphropathie, qui peut engendrer l'hypertension artérielle. Tout ceci peut être curé médicalement, ou instrumentalement ou chirurgicalement. Mais dans la majeure partie des cas, comme je vous l'ai dit, l'hypertension artérielle n'a pas de cause héréditaire essentielle. Et il faut évoquer ici les facteurs génétiques. Notamment, si vous avez un aïeul hypertendu, ça se comprend que vous développez de l'hypertension artérielle. Mais plus encore, l'épigénétique, c'est-à-dire que ce qui fait exprimer les gènes, c'est lorsque nous prenons du poids, lorsque nous consommons fortement du sel, lorsque nous sommes sédentaires, eh bien, ça fait exprimer facilement le gène de l'hypertension artérielle. Et donc, vous deviendrez plus tôt dans la vie hypertendu que plus tard. Et cela n'est pas forcément très agréable. Donc, on peut retarder l'échéance, mais surtout, il faut savoir qu'on peut la retarder parce que trop de personnes sont hypertendues. À Yaoundé, comme à Douala, c'est démontré par un collègue, notamment de la Société camerounaise de cardiologie, le professeur Didier, que à peu près un tiers des adultes à 40 ans deviennent hypertendus. C'est trop tôt, car les conséquences à 10 ans sont dramatiques. On se résume. Évitons les situations qui peuvent nous faire évoluer vers l'hypertension artérielle. Donc, ayons un poids normal ou normalisons notre poids, consommons de façon modérée le sel, on dit entre 2 et 6 grammes, en tout cas pas du tout les additifs du sel que j'ai cité tout à l'heure. Ensuite, il faut pratiquer du sport de façon régulière, même si vous avez un poids normal, pour améliorer la physiologie des artères. Ensuite, régulièrement, au moins une fois par an, sinon tous les 3 ans, prendre sa pression artérielle afin d'anticiper très précocement sur la survenue des maladies cardiovasculaires. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite encore bonne santé en cette période difficile de pandémie à la COVID-19.